Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La personnalité, la pensée et l'action de Sun Yat-sen constituent une clé fondamentale pour la compréhension de la Chine moderne. Cette évidence est universellement acceptée en Chine. Voilà ce que nous dit un grand sinologue, peut-être le plus grand, Simon Less, dans ses fameux essais sur la Chine, parus en 1971. Sun Yat-sen n'était pas communiste et son accession au pouvoir en 1911 a été éphémère et pourtant, il reste célébré aujourd'hui en Chine comme le fondateur de la République chinoise. Alors, il n'était pas communiste, mais il aurait pu. « Je suis un coulis, fils de coulis », disait-il. Un coulis, un paysan, si vous voulez. Et voilà ce qu'il dira à un journaliste du New York Herald. « Je suis né chez les pauvres et je reste pauvre moi-même. J'ai toujours sympathisé avec les luttes du peuple. » Il grandit dans un village proche de Canton, au sud de la Chine, pas loin de Hong Kong. Il va à l'école primaire. À 13 ans, grand changement, il rejoint son frère à Honolulu, sur l'île américaine d'Hawaï. Le frère fait du commerce, Sun Yat-sen s'adapte, il apprend l'anglais, il va au lycée, il est d'une intelligence assez remarquable et il découvre à ce moment-là une autre culture évidemment et une autre religion. Il est en train, disons-le, de s'occidentaliser, ce qui va pousser le grand frère à le renvoyer en Chine du reste. Sa famille le marie à une fille d'un village qui est tout près du sien, du leur. Sun Yat-sen a déjà acquis à cette époque-là, j'allais dire le ver est dans le fruit, on peut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, il a tout connu une autre civilisation, il a acquis une liberté d'esprit. Il s'inscrit à l'école de médecine de Hong Kong, qui est donc une colonie britannique, bien entendu. Il décroche son diplôme et en même temps, on le voit qui travaille son chinois, qui étudie l'histoire, qui développe sa culture. Il se forge une opinion sur l'état de la Chine. Il estime que la dynastie au pouvoir, la dynastie Qing, maintient l'immense empire dans l'archaïsme et dans la soumission. Et c'est vrai que cette dynastie, qui donc est en place depuis le milieu du XVIIe siècle, depuis 1644, c'est vrai que l'impératrice Shiji, qu'on appelait autrefois Tsui, moi quand j'étais petit, cette dynastie est très conservatrice. Shiji ne croit qu'aux traditions. La Chine est en proie à la disette, à la guerre civile, et puis il y a ces Britanniques et ces Français qui ont littéralement mis le grappin sur le pays et qui ont des territoires entiers pour eux et qui ont imposé les fameux traités inégaux. Il écrira Sun Yat-sen. Mais de quel pays la Chine est-elle finalement la colonie ? Elle est la colonie de chaque pays avec lequel elle a signé un traité. Tous les pays qui ont un traité avec la Chine sont ses maîtres. Aussi, la Chine n'est pas seulement l'esclave d'une nation, mais de toutes les nations. C'est un véritable péril qu'il a mis en évidence. Et cette Chine divisée entre toutes sortes de provinces, avec des peuples divers qui ne font pas cause commune, tout ça crée un patchwork impossible à gouverner véritablement. Il aura cette formule, Sun Yat-sen, 400 millions de Chinois unis pour former une Chine ne sont en réalité que sable dispersé. Et lui, il a bien l'intention de changer ça. À 28 ans, il envoie un programme de réforme à un général ministre. Il ne reçoit pas de réponse. Il demande à ce moment-là à être reçu par le vice-roi et la porte reste close. Il en tire une conclusion. Puisque le régime ne veut même pas l'entendre, puisqu'il n'est pas question de réforme, eh bien, il faut une révolution. Et au fil des années, il va structurer sa pensée politique et son projet. Il va définir les 3 principes du peuple, je le cite, souveraineté, démocratie et bien-être du peuple. Dans les faits, ça se traduirait par le renversement de la monarchie, l'instauration d'une république et d'institutions plus démocratiques. Il reprend le principe de l'équilibre des pouvoirs entre exécutif, législatif, judiciaire, il ajoute administratif. La Chine se débarrasserait des emprises étrangères et l'État devrait aussi assurer au peuple la subsistance avec notamment une grande réforme agraire. Bref, ce qui est en train de naître mutatis mutandis, c'est une social-démocratie chinoise. Et il y a un activiste derrière tout ça. Sun Yat-sen, au cours d'une manifestation, va jusqu'à briser une statue religieuse. Évidemment qu'on le poursuit, la police le recherche, et c'est le moment où il va se réfugier à Hawaï, qu'il connaît déjà bien. Et là, il fonde son premier mouvement révolutionnaire, la Société pour le redressement de la Chine,
une des fameuses sociétés secrètes qui parsèment littéralement l'histoire de ce grand empire. Il va l'implanter, cette société secrète, à Hong Kong, et l'année suivante, il estime avoir réuni suffisamment de fonds et d'armes, et de complices, disons-le, pour lancer une insurrection. Il veut faire vaciller la dynastie Qing, sauf qu'il est trahi. On va saisir les armes, 600 revolvers. On va capturer les conspirateurs, l'un d'eux est même tué. Sun Yat-sen parvient à fuir in extremis, le voilà de nouveau à Hawaï. Autant dire que son coup d'État a été un échec, mais il est apparu aux yeux des autorités et des contestataires comme un leader audacieux. La première qualité de Sun, c'est sa persévérance. Il va reprendre son bâton de pèlerin et il va essayer de se faire entendre auprès de la diaspora chinoise à l'étranger, les élites, les Chinois chrétiens, les négociants expatriés, que ce soit au Japon, aux États-Unis, n'importe où. Il cherche encore des soutiens, des fonds, il crée de nouveaux réseaux. Il est très doué pour ça, il sait jouer de son charme, de son éloquence. C'est un homme enjoué, chaleureux, enthousiaste, qui vous reçoit toujours très bien, avec une incroyable force de persuasion. En 1896, il est à Londres, toujours à la recherche de soutien. Seulement, l'ambassade de Chine a ses espions, bien entendu. On a repéré sa présence et un jour, alors qu'il est en train de passer tout près de la légation, des agents chinois s'emparent de lui et le traînent jusque dans l'enceinte de l'ambassade. Ça y est, il est prisonnier. L'ambassadeur veut l'embarquer en secret sur un bateau en direction de la Chine, où il va être exécuté, là c'est certain. Et depuis sa cellule, Sun parvient à faire passer un message au fond d'un seau à charbon. Il fait passer ce message à un ancien prof de médecine de Hong Kong, qui est un de ses amis, qui est anglais, lui, bien sûr. Le professeur se précipite au Foreign Office. Le Foreign Office proteste contre la séquestration arbitraire d'un étranger qui se promenait sur le territoire britannique. Le Times va publier un article. Bref, la Chine n'a plus le choix. Il faut faire machine arrière. L'ambassadeur libère son prisonnier et grâce à cet épisode, on peut dire que Sun Yat-sen est devenu une célébrité. Il acquiert même une forme de popularité internationale à l'étranger comme en Chine. Il est désormais la figure d'une opposition acceptable à la dynastie Qing. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1898, c'est la révolte des Boxers en Chine. Vous savez, Boxers parce que les meneurs se font appeler Point de la justice et de la concorde. Ils mènent une révolte contre les colons occidentaux, révolte populaire, rurale. Et l'impératrice soutient les Boxers contre les colons. Les Occidentaux vont intervenir militairement, ils vont écraser la révolte et finalement renforcer leur emprise sur une Chine qui décidément n'est plus du tout maîtresse d'elle-même. L'impératrice Cixi est complètement discréditée et depuis l'étranger, Sun Yat-sen attaque la monarchie, il en profite tout simplement. Il va lancer plusieurs insurrections et elles échouent au Japon. Pour échapper à la surveillance de la police, il coupe sa longue natte chinoise et il se met à s'habiller à l'occidental. Et ça aussi, c'est une façon de dire qu'il rejette tout ce qu'il y a de trop ancestral et d'interminablement traditionnel dans cette Chine dont il ne veut plus. En 1908, la vieille impératrice finit par mourir. Le régent Zhai Feng maintient une monarchie à bout de souffle. Je vous ai raconté ici l'histoire du dernier empereur, Puyi. Les thèses républicaines sont en train de se diffuser. Et le 10 octobre 1911, à Wuhan, dans le centre du pays, une ville qu'on connaît malheureusement bien, une insurrection armée éclate à la suite d'un conflit local entre des investisseurs et le gouvernement. Sun Yat-sen, à ce moment-là, n'est pas en Chine, lui. Il est aux États-Unis, dans le Colorado, à Denver, et il apprend la nouvelle dans un journal, ce qui fait qu'immédiatement, il cherche un bateau et il rentre en Chine. Il préfère s'assurer le soutien des puissances occidentales et de la diaspora chinoise. Pendant ce temps, l'insurrection se propage dans toutes les casernes, dans toutes les provinces. Le réseau des sociétés secrètes de Sun Yat-sen n'y est pas pour rien. Et le 25 décembre 1910, le voilà qui arrive, enfin, on a envie de dire, à Shanghai. C'est lui qui a gagné dans cette grande affaire. Ça fait 16 ans qu'il appelait au renversement du régime. Dans les 30 empereurs qui ont fait la Chine, voici ce que dit Bernard Brizet. Le livre est paru il y a quelques années chez Perrin. Bernard Brizet. Son statut international et ses longues années d'activité révolutionnaire font de lui le candidat incontesté pour devenir le chef du nouveau régime. Le 29 décembre 1911, Sun Yat-sen est élu président provisoire. Le 1er janvier 1912,
Il proclame Nankin, ville chinoise, comme siège de gouvernement. Il proclame Nankin, ville choisie comme siège du gouvernement provisoire, la République de Chine. C'est l'apogée de sa carrière. Sun devient ainsi le premier président de la République chinoise, père fondateur de la République de Chine, fondateur de la Chine moderne. C'est l'an 1 de la République et lui-même écrira « J'avais atteint mon but essentiel, celui de toute ma vie, la création de la République chinoise. » La République, pas seulement, également l'unification, parce qu'il proclame aussi la réunion de différents peuples sous la même bannière à 5 couleurs, les Han, les Mandchous, les Tibétains, et ça aura toutes les conséquences qu'on sait, les Mongols, évidemment, et les Hui. En réalité, la Chine reste un empire qui fédère ses peuples avec des tiraillements. On ne change pas les choses comme ça du jour au lendemain. Et les provinces du Sud prêtent allégeance, mais celles du Nord n'ont pas tellement l'intention. Elles sont fidèles à la dynastie Qing, et notamment le chef militaire des armées du Nord, le général Yuan Shikai, qui va refuser de se rallier. La vérité, c'est qu'il a bien l'intention, lui, de prendre la tête du pays. On a donc une rivalité maintenant entre Sun Yat-sen au sud, qui est un réformateur républicain, si vous voulez, à la tête d'une armée assez faible et dont les finances ne sont pas très puissantes non plus, et au nord, un général autoritaire à la tête d'une armée puissante puisqu'il l'a récupérée. Les puissances occidentales décident d'arbitrer en fonction de leurs intérêts. Elles préfèrent évidemment la stabilité d'un régime autoritaire à l'instabilité d'une jeune démocratie. Elles vont donc appuyer le général Yuan Shikai et Sun Yat-sen va plier. Il va céder le poste de président de la République à Yuan Shikai. En 1912, il fondera un nouveau parti que vous connaissez, c'est le Kuomintang, le parti nationaliste chinois, sur une ligne démocratique et socialiste modérée. Le Kuomintang gagne les élections législatives dans toutes les provinces et aussitôt le général-président Yuan Shikai va dissoudre la Chambre des députés, faire assassiner le numéro 2 du Kuomintang et enfermer les militants. Et puis il instaure ce qu'il faut bien appeler une dictature. Et de nouveau pour Sun Yat-sen, c'est l'heure de l'exil au Japon. Cette fois, il a 47 ans. Il a été déjà président chinois, mais maintenant c'est un opposant en exil. L'un de ses amis et soutiens lui demande de prendre sa fille comme secrétaire particulière. Elle s'appelle Son Qinglin. Elle a 20 ans, elle est fascinée. Il ne résiste pas. Ils vont devenir amants et Sun Yat-sen, qui avait déjà une femme et 3 enfants, va divorcer et s'installer avec Qinglin. Sun Qinglin a toutes les qualités. Elle est riche, jeune et jolie, nous dit Bernard Brizet. Elle a un beau visage, un front élevé, des traits fins et réguliers. Sur les photos, on la découvre pensive mais gracieuse, douce et réservée. Elle sera pendant 10 ans, jusqu'à la mort de Sun, sa compagne irréprochable et dévouée, sa proche conseillère. Elle écrit à son frère « Je souhaite me consacrer à Sun dans tous les domaines où il aura besoin de moi. Je suis prête à tous les sacrifices. » Elle s'apprête à entrer dans l'histoire parce que Sun Yat-sen n'a tout de même pas, dans cette affaire, dit son dernier mot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Yuan Shikai était très fort, mais il va subir une attaque cérébrale en 1916. Il n'a pas réussi à unifier la Chine qui est tombée aux mains des seigneurs de la guerre. Vous savez, ces chefs militaires locaux qui sont pleins de rivalités et de prétentions. Sun Yat-sen va en profiter, lui, pour rentrer à Canton. Il constitue un gouvernement dissident du Sud qui va donc s'opposer à tous ces seigneurs de la guerre qui, eux, sont basés à Pékin. Et lui-même revêt l'uniforme de grand maréchal avec épaulettes d'or, képi saint-cyrien et plumes blanches. Et à la tête du gouvernement de Canton, il va rétablir les institutions démocratiques, les 3 principes du peuple, souveraineté, république, redistribution. Mais encore une fois, son pouvoir est trop faible. Il n'a pas les moyens nécessaires. Il va essuyer 2 coups d'État, se réfugier à Shanghai, revenir, reprendre les rênes. Et il a besoin de soutien malgré son rêve d'une Chine affranchie, Sun Yat-sen. Et il va devoir se tourner vers les puissances occidentales, vers l'Angleterre, la France, le Japon, les États-Unis. Or, les pays en question n'ont pas l'intention d'avoir un pouvoir fort à Pékin, loin de là, donc on ne lui répond pas. En 1922, c'est vers la Russie qu'il va se tourner. Russie, on est en 22, donc elle est devenue soviétique, cette Russie-là. C'est Lénine qui est ravi de soutenir Sun Yat-sen contre l'influence coloniale occidentale en Asie. D'où cette première alliance, républicaine, alliance Chine-Russie, qui va naître contre l'Occident.
Sun Yat-sen reçoit de Moscou de l'aide matérielle, technique, humaine, financière. Il se dit que seule une grande campagne militaire depuis le sud vers le nord va permettre de soumettre les seigneurs de la guerre et par la même occasion de balayer les puissances coloniales occidentales, bien sûr. Et pour mieux contrôler l'armée, Sun Yat-sen va fonder une académie militaire et à la tête de cette académie placer son bras droit, Chiang Kai-shek. Il y a aussi un conseiller politique, Zhou Enlai, retenez bien ce nom, c'est lui qui deviendra plus tard un des chefs du Parti communiste, et puis un conseiller militaire soviétique, le camarade Vassili Galen. Pour l'instant, nationalistes et communistes sont donc alliés, vous l'avez bien compris, ce qui ne suffit pas à permettre à Sun Yat-sen de dominer les seigneurs de la guerre. La guerre civile va faire rage, et d'autant plus que Sun Yat-sen est maintenant malade du foie, qu'il s'affaiblit. À la fin de 24, il fait un déplacement à Pékin pour tenter de négocier la paix, mais ce n'est pas un succès. Le cancer le rattrape, il n'a pas le temps de rentrer chez lui à Canton, dans son sud natal, et il va s'éteindre à Pékin à l'âge de 59 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a laissé un message en guise de testament politique, Sun Yat-sen, que le Kuomintang et les communistes restent alliés. Et son successeur à la tête du Kuomintang, Chiang Kai-shek, ne va pas suivre cette consigne, vous savez bien, puisque lui va revenir vers le nationalisme contre le communisme. Il va se retourner contre les communistes 2 ans plus tard. Sun Yat-sen n'aura pas réussi à créer cette Chine dont il rêvait, cette puissance souveraine, unie, libre. Il est toujours resté fidèle à cette ambition, il l'a portée jusqu'au bout. Pendant 40 ans, j'ai dépensé toutes mes forces à faire la révolution nationale dont le but a été la liberté et l'égalité de la Chine. J'allais dire s'il avait pu voir ce qui se passe un peu plus d'un siècle après. À Nankin, on construira un mausolée, grand mausolée pour sa dépouille, au sommet de la colline pourpre. 400 marches, le grand escalier qui mène à la tombe. Et sa jeune épouse, Song Qingling, rejoindra le camp communiste et deviendra la vice-présidente de la République populaire de Chine. C'était pour Mao un moyen de montrer qu'il était bien sûr l'héritier du grand Sun. Vous écoutez Radio Classique.